Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler tissu à carreaux, sutra, tantra et bandana. On trouve en Thaïlande une bande de tissu à carreaux qu'on appelle Pa Khao Ma. C'est une bande de tissu emblématique très liée au monde rural qui fait à peu près 1,50 m sur 70 cm. Donc qui est très lié au monde rural mais qui peut être utilisé dans d'autres usages comme on va le voir. Alors c'est un objet multitâche qui accompagne les Thaïs de la naissance jusqu'à leur mort. Il peut être utilisé comme hamac où on peut secouer vigoureusement les bébés, pas toujours avec succès comme on le voit là. Il peut être porté autour du cou, comme ça, en écharpe, ou sur l'épaule, comme c'est souvent le cas en Thaïlande dans le monde rural, puisqu'il va servir pour s'essuyer, servir de serviette, de torchon, bref, il est multi-usage. Il va être aussi utilisé comme pagne, ce qu'on appelle un sarong dans le monde malais, mais malheureusement, il va être aussi utilisé pour se donner la mort. La Thaïlande a le plus fort taux de suicide en Asie du Sud-Est et la pendaison est le moyen le plus fréquent. Au point que le ministre de la Culture avait posté sur le site du ministère une liste des différents usages du Pa Khao Ma lors de la promotion de produits artisanaux. Dans cette liste, il disait qu'on pouvait même se pendre avec. Face au tollé déclenché dans la population, sa publication a été supprimée du site du ministère depuis. Donc c'est un objet du quotidien, mais on va le retrouver dans les arts traditionnels, on va le retrouver dans la musique, dans la danse, mais aussi dans le monde de la boxe thaï, et notamment dans sa variante Muay Boran. Donc c'est un objet qui est fortement associé au monde ancien et à la campagne, mais il est régulièrement remis à la mode par des personnalités, comme on le voit là lors d'un voyage aux États-Unis de la reine Sirikit. Mais on voit aussi souvent des acteurs et des mannequins faire la promotion de cet objet. Donc on a des sources qui nous permettent d'attester la présence du Pa Khao Ma depuis l'époque Ayutthaya, comme on voit ici qu'il était porté en écharpe. Mais les historiens s'accordent pour dire que le mot Pa Khao Ma provient du mot persan Kamarband. Alors, je vous ai déjà dit que les Persans étaient présents à Ayutthaya depuis au moins le XVIIe siècle et ils ont apporté certaines choses, ils ont apporté des techniques, des objets et des mots qui vont avec, et le mot Pa Khao Ma en fait partie. Donc à l'origine, on peut estimer que ce mot désignait une ceinture de tissu portée à la taille et notamment par des hommes. C'est d'ailleurs le mot actuel en persan, Kamarband, ça désigne une ceinture. La phonétique du thaï, comme toujours, a fortement altéré le mot persan au point de le rendre assez méconnaissable. Et le mot Kamarband peut être découpé en deux unités distinctes. Donc d'un côté, on a le mot Kamar qui signifie la taille autour du bassin. Donc de l'autre côté, on a le mot Band qui est un mot qui nous est familier puisqu'il partage une origine commune avec certains mots des langues européennes à travers cette origine indo-européenne que partagent les langues indo-iraniennes d'un côté et les langues européennes de l'autre. Donc les linguistes ont reconstruit le mot du proto-indo-européen, donc sur une racine band, et c'est lui qu'on va retrouver par exemple dans l'anglais band, dans l'espagnol banda, mais aussi évidemment dans le français bande et tous ses dérivés comme bandage. C'est aussi de là que provient le sanskrit band, qui signifie attaché, et son dérivé bandana, qui signifie relié ensemble, attaché avec. Donc le mot bandana, il fait référence à la technique de tie and dye. Vous savez, cette technique qui consiste à entourer de fils certaines parties d'un tissu pour en réserver des parties, en vue de le teinter de façon successive. C'est une technique qui est longue et fastidieuse et qui va nécessiter plusieurs étapes pour arriver à un résultat final qu'on appelle Brandini en Inde et qui a donné le mot bandana. C'est cette technique et cet objet que les routards avaient ramené de leur voyage en Inde dans les années 70, une technique qu'on appelle tie and dye en anglais, mais qu'en français on appelle la teinture par nouage.
Et on en voit toujours les conséquences ici par exemple en Thaïlande. Mais en Thaïlande, de façon indépendante, cette technique a été développée et en Thaï on l'appelle mudmi. Bref, revenons à notre kamarband persan qui n'a pas eu un succès qu'en Thaïlande, mais aussi en Inde et au Pakistan, où les colons britanniques s'en sont emparés pour former le mot kamarband. Le kamarband, à l'origine, il était utilisé par les soldats indiens, utilisé ensuite par les soldats britanniques, et puis il a été importé et intégré dans la société civile. Il est devenu un élément du costume anglais, et il est remis au goût du jour par Brad Pitt ou James Bond. C'est cette large ceinture qu'on va retrouver aussi dans l'uniforme de certains soldats de bataillons d'Afrique, comme les zouaves, mais on l'a toujours aussi dans la Légion étrangère, où aujourd'hui c'est une ceinture de tissu bleu. Donc si je résume, le pakaoma a une origine persane dans son nom, le bandana a une origine indienne dans son nom et dans sa technique, et cette large ceinture de toile va toujours être utilisée dans le monde indo-iranien. Par exemple, c'est un élément indispensable du costume traditionnel des Kurdes. Alors on peut facilement imaginer que cette large ceinture de tissu ait été amenée par les Persans avec le nom, mais par contre le motif à carreaux qui est dessus est quelque chose qui est tellement répandu en Asie et ailleurs dans le monde qu'on ne peut pas le rattacher au monde persan. On va le retrouver dans une écharpe traditionnelle du Cambodge qui s'appelle le krama et qui est tellement proche du mot persan kamar que c'est difficile de ne pas voir une analogie, mais je n'ai pas trouvé d'étymologie attestée du mot khmer krama. Et c'est lui qui va être popularisé par Pol Pot et ses Khmers rouges de triste mémoire. Et après l'invasion vietnamienne du Cambodge, les Vietnamiens vont s'en emparer sous le nom Khan Ran. Alors on va retrouver ce tissu à carreaux dans tout le sous-continent indien, et notamment au Bengale où il s'appelle gamucha. On va le retrouver en Afghanistan où là il est appelé dismal. On va retrouver aussi un autre tissu à carreaux dans les Antilles, notamment les Antilles françaises, qui s'appelle le madras. Et là, c'est lié à la mondialisation du commerce des textiles amené par les Anglais, puisque le mot madras, c'est l'ancien nom de la ville tamoule de Chennai. Mais si on revient en Asie, c'est certainement le poleng indonésien et notamment balinais qui va se rapprocher le plus du pakaoma thaï, en tout cas dans sa forme noir et blanc, et il est utilisé à des fins rituelles. En anglais, on a un terme générique pour désigner ce motif à carreaux, c'est le mot gingham, qu'on suppose être un dérivé d'un mot malais, du mot gingham, qui signifie ajouré, séparé. Mais on a aussi une autre hypothèse à travers la ville de Guingamp, en Bretagne, qui était un centre de production textile. Et en français, c'est le nom de la ville de Vichy qui va désigner ce motif à carreaux. Et là, Vichy était un centre de production textile, comme on en avait beaucoup en France, mais sa production a été valorisée par une visite de Napoléon III, et c'est sa femme, l'impératrice Eugénie, qui va mettre ce tissu à la mode et qui va, depuis les habits de cour, le rendre populaire auprès du peuple de France. Donc le motif Vichy va avoir un grand succès, on va le retrouver dans les vêtements, mais aussi dans les marques commerciales. Il est associé à la gastronomie traditionnelle de France, donc il est souvent utilisé par les publicitaires à ses fins, et il va être remis au goût du jour par Brigitte Bardot et les Sacs Tati. Bref, on ne va pas faire le tour du monde de tous les tissus à motifs à carreaux, mais sa popularité est certainement liée à la simplicité de son tissage. Alors c'est une simplicité relative, hein, c'est pas facile de tisser, mais on a des techniques qui sont beaucoup plus compliquées que celle-là. Le point commun de la fabrication de tous ces textiles, c'est son principe. Donc on a des fils colorés préalablement qui sont placés sur un métier à tisser, où on va trouver des fils de chaîne et des fils de trame. Le principe ici est celui d'une longue bande alternée bicolore,
et d'une autre bande alternée dans les mêmes couleurs, mais de façon perpendiculaire. C'est ça qui va donner ce système de carreaux entrecroisés avec des marques plus ou moins foncées au niveau des intersections. Et cette technique permet d'avoir un tissu identique des deux côtés, contrairement au tissu imprimé où on aurait une face beaucoup plus fade. Donc j'avais suivi les cours d'anthropologie de Christian Bromberger, qui lui-même était un élève d'André Leroi-Gourhan. Leroi-Gourhan, c'était un chercheur qui a développé l'anthropologie des techniques. Et cette anthropologie des techniques va nous montrer qu'un peu partout sur Terre, les êtres humains ont donné du sens à tout ce qui est lié à la vannerie et au tissage. Et on a souvent des rapports symboliques, cosmogoniques, de création du monde à travers le tissage. Donc on a des histoires qui nous racontent qu'à travers le tissage, on va créer des êtres, on va créer le monde. On a souvent des oppositions de haut, de bas. On en a la trace par exemple en français dans des métaphores qui sont liées au textile. Vous savez, en français on va dire c'est cousu de fil blanc, je perds le fil de la discussion, c'est un tissu de mensonge, embobiné. Voilà, tous ces termes sont liés à la parole et au textile. Donc on voit qu'il y a une analogie entre les deux. Et c'est un peu la même idée qu'on va retrouver dans l'Inde védique où on va filer la métaphore textile dans des textes sacrés. Donc les Védas nous disent c'est pour Indra que les femmes divines ont tissé un chant pour le meurtre du serpent Vrita. Et dans les Upanishads, Vishnu nous annonce je suis Vishnu, l'un parmi les multiples, le haut chez les plus bas, tissé à eux je suis leur âme, car je suis le Brahman suprême, unique et sans second, lumière de l'esprit tissée à l'univers. Donc là on voit un rapport entre le tissage et la spiritualité, mais aussi entre la confection du texte et le textile. La métaphore du textile est omniprésente dans les spiritualités indiennes, jaïnes, hindoues et bouddhistes. Ainsi, certains textes sont répartis en deux grands recueils qu'on appelle les tantras et les sutras. Dans le bouddhisme, les sutras représentent les techniques qui permettent d'atteindre la libération, c'est ce qu'on appelle samsara. Et les tantras représentent les pratiques avancées des sutras. En sanskrit, le mot tantra désigne la chaîne d'un métier à tisser. Comme les fils de la chaîne, les pratiques tantriques servent de structure où s'entrelacent les thèmes des sutras. Donc on a un entremêlement des tantras et des sutras. Puisque en sanskrit, sutra, c'est un mot qui signifie aussi fil, et par ses origines indo-européennes, il va aussi partager des origines communes avec le mot français suture, par exemple. Si ça vous intéresse, ces histoires d'étymologie, j'ai un ancien blog, un très vieux blog que j'alimente plus depuis longtemps, mais je vous mets les références ici en description, dans lequel j'avais abordé ce thème des sutras et du tantra. Donc le mot sanskrit sutra a été emprunté par le malais sutera, où il signifie un fil de soie, comme c'est aussi le cas du tagalog sutla, ou du khmer saut. Quant à le mot suat désigne un chant, signifie chanter, psalmodier une formule religieuse, ce qu'on appelle des mantras, mais le mot saut, qui signifie sutra aussi en thaï, signifie dans le langage courant une formule, comme c'est aussi le cas en sanskrit, et en thaï ça va plutôt désigner une formule mathématique. Donc on voit que dans les langues indo-européennes, on a un lien évident entre le textile, la couture et la fabrication d'un récit, la parole, mais aussi la mise par écrit, et on en a une preuve évidente dans le français texte, qui vient du latin textus, qui signifie tissu. Et c'est d'ailleurs du même textus que vient le mot textile. Voilà, pour résumer, on peut voir qu'un peu partout, on a ce motif à carreaux, qui a été très populaire, qu'on a des liens symboliques qui sont liés au tissage, comme c'est le cas dans les langues indo-européennes entre la parole et le tissage, qui parfois se transforme en tissu de mensonge. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu technique, j'avoue, et je vous invite à partager et à liker ces vidéos et à me retrouver bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye!